Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre live. Vous êtes déjà une petite dizaine de participants. On va attendre 1 ou 2 minutes, histoire que tout le monde arrive. Ça continue d'arriver, parfait. Allez, à 20 participants, on se dit qu'on commence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire aujourd'hui. Bonjour Sandrine. Bonjour Constance, Ingrid, Christian. Ça y est, vous êtes assez nombreuses et nombreux. On va peut-être pouvoir commencer tranquillement. Allez, on démarre. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre 5e webinaire. On va parler d'insertion professionnelle, puisque c'est notre sujet principal. Et plus particulièrement, aujourd'hui, on va vous parler de la manière dont les entreprises peuvent recruter différemment avec l'immersion professionnelle. Mais avant de rentrer du coup, dans le vif du sujet, je vais laisser Anaïs, ma collègue, vous présenter notre association. Merci Hugo. Quelques mots sur l'association Tout est possible, qui est une association qui développe et expérimente depuis 2016 des actions pour lever les freins à l'insertion professionnelle et faciliter l'accès à l'emploi à toutes et à tous. Donc ça se décline à travers 3 volets d'action. Un volet d'accompagnement et de remobilisation des publics, un volet où on insuffle et on contribue à développer des dynamiques coopératives entre les différents acteurs des écosystèmes de l'insertion et de l'emploi, et puis un volet d'accompagnement et d'outillage des entreprises qui souhaitent ouvrir leurs portes à des publics plus larges. Et c'est tout l'objet de ce à quoi Hugo et moi nous dédions au sein de l'équipe Entreprise Inclusive dans l'association. Voilà, on est au quotidien aux côtés des équipes sur le terrain, des managers, des fonctions RH, pour les aider à identifier et puis à mettre en œuvre des actions qui vont permettre d'attirer et puis d'accueillir durablement des nouveaux talents qu'elle ne touchait pas actuellement. Voilà en quelques mots l'objet de l'association. Et au sommaire de ce webinaire, on va tout d'abord parler de l'immersion professionnelle, sa définition. Voilà, on va définir en termes. On va également aborder la question des avantages et des inconvénients de l'immersion, autant pour l'entreprise que pour le candidat. Et puis, sur un 3e point, on parlera de sa mise en place. Voilà, on va essayer d'apporter un maximum d'informations et de bonnes pratiques pour la bonne mise en place de l'immersion au sein de l'entreprise. Voilà, exactement. Donc, on se donne une trentaine de minutes pour vous partager un certain nombre d'éléments et puis on se gardera un petit quart d'heure à la fin du webinaire pour échanger sur vos questions, sur les points qui vous intéressent peut-être plus spécifiquement. Donc, n'hésitez pas à poser tout au long du webinaire vos questions dans le chat. Et on viendra y répondre ou tenter d'y répondre à la fin du webinaire. Voilà, donc vous avez le chat à droite de votre écran. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, l'immersion professionnelle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le principe, c'est de tester plutôt qu'imaginer. C'est-à-dire que plutôt qu'imaginer sur la base d'un CV, d'un entretien d'embauche, est-ce qu'une personne va être la personne qu'on recherche pour un poste ? Eh ben, on va venir l'expérimenter en fait sur le terrain. On va essayer en contexte. Donc, le candidat va pouvoir aussi tester plutôt qu'imaginer quelle pourrait être la réalité d'un métier, l'environnement de travail, l'ambiance. Voilà, il va venir le voir sur le poste. Donc, c'est tout simplement le fait d'accueillir sur une petite période dans l'entreprise une personne en recherche d'emploi ou en parcours de reconversion pour permettre d'essayer mutuellement avant de s'engager et de voir les compatibilités. Donc, d'évaluer l'adéquation entre un candidat et puis un métier et puis l'équipe et l'entreprise de façon plus générale.
de voir est-ce que le candidat, il va avoir à l'heure actuelle les compétences pour remplir les missions du job pour lequel on recrute, ou du moins la motivation, voilà, l'envie de faire sur ce métier, quelle va être la dynamique avec l'équipe, voilà, de pouvoir venir évaluer ça vraiment en contexte. Et il y a un cadre, voilà, qui va permettre justement ces immersions que Hugo va nous présenter plus en détail. Alors, lorsqu'une entreprise veut mettre en place ce système, elle a recours à un dispositif qui est encadré par la loi, qui s'appelle la PMSMP, c'est la période de mise en situation professionnelle. C'est un dispositif qui est pris par le département, par Pôle emploi, par la mission locale, par d'autres acteurs de l'insertion. Les démarches administratives sont assez simples, hein, c'est un CERFA que vous pouvez même remplir en ligne sur la plateforme Immersion Facile. Vous avez un petit lien là sur la slide. Juste un petit point d'attention sur la durée. Attention à bien la choisir. Une PMSMP, ça peut se faire en un jour à un mois. Il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est vraiment de recruter, c'est pas d'avoir de la main-d'œuvre gratuite. Donc, en fonction de la complexité du métier, on va choisir une durée qui correspond du coup à la façon dont voilà, le candidat va pouvoir apprécier globalement le métier. Généralement, les employeurs qui ont testé le dispositif recommandent une semaine. Pas de panique, si au bout d'une semaine, si l'entreprise se dit, bah voilà, il faut encore que j'évalue le candidat sur certains points, que certains objectifs n'ont pas été atteints, bah, c'est possible de renouveler une fois la convention. Et on va passer tout de suite à un petit sondage auquel vous pouvez répondre, du coup, en cliquant sur sondage à droite. Tout à fait, j'ouvre les votes. Merci Hugo, parce qu'effectivement, c'est un dispositif qui a été créé en 2014, donc il est déjà pratiqué par un certain nombre d'entreprises. Voilà, et on voulait avoir votre avis, savoir selon vous combien d'entreprises qui mobilisent ce dispositif le recommandent. Donc, vous voyez normalement le sondage affiché à la droite de votre écran. On commence à voir quelques réponses. Voilà, on vous laisse un petit peu de temps pour vous prononcer. On voit une tendance qui se dégage. Alors, encore quelques secondes si vous voulez voilà, donner votre avis. Ah, ça s'équilibre. Ok, on va pouvoir voilà, partager les résultats. Je vais fermer les votes. Alors, selon vous, il y a 40% d'entre vous qui pensent que c'est 30% d'entreprises qui recommandent le dispositif et 40% qui pensent que c'est 55% d'entreprises qui recommandent le dispositif. Voilà, et 15% d'entre vous qui pensaient que 70% d'entreprises le recommandent. Donc, il s'avère que d'après une étude de Pôle emploi qui date de 2021, pardon, il y aurait 95% d'entreprises qui mobilisent le dispositif et qui le recommandent. Donc, on voit que c'est un dispositif qui est plébiscité globalement par les entreprises et puis également par les candidats. Ce qui va être intéressant, c'est de se dire qu'il reste quand même une marge d'amélioration pour rendre ces immersions plus transformantes. Et puis, ça peut être intéressant aussi d'avoir vos retours en fin de webinaire sur la raison pour laquelle vous pensiez que c'était 30 ou 50% quand c'est en fait plus. Mais en fait, il y a une marge d'amélioration parce que parmi les bénéficiaires d'une immersion dont l'objectif était d'initier une démarche de recrutement, il n'y en a que 41% qui déclarent avoir été embauchés par l'entreprise à l'issue de l'immersion. Donc, ça peut être parce que l'immersion avait engagé, l'entreprise avait engagé plus d'immersion que de postes à pourvoir. Mais ça peut être aussi le signe que au sein du parcours de l'immersion, des choses auraient pu être faites pour qu'à la fin, ça débouche dans plus de cas sur une embauche. Un autre chiffre qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a 47% des bénéficiaires d'une immersion pour initier un recrutement qui déclarent avoir eu le sentiment de travailler gratuitement. Or, c'est pas le but et ça va être clairement pas quelque chose de positif pour l'image de l'entreprise
Donc, c'est un signe que dans certains cas, l'immersion aurait certainement pu être mieux pensée dans son contenu, dans sa durée, dans son accompagnement. Voilà. Donc, pour réaliser pleinement le potentiel et tous les avantages qu'elle peut présenter, c'est intéressant de s'interroger sur ces éléments-là. Et on va justement venir détailler un petit peu ces avantages à la fois du côté de l'entreprise et du candidat. Voilà, pour l'entreprise, le fait de proposer cette opportunité d'accueil et de rencontre, ça peut permettre d'attirer des personnes qui, à la base, ne cherchaient peut-être pas dans votre domaine, voire qui ne savaient même pas que ce métier existait ou avaient peut-être des idées reçues sur ce métier et qui, en découvrant cette possibilité, vont se dire pourquoi pas tester, ça peut me permettre d'avoir une opportunité intéressante, de me faire une expérience, voire ça peut présenter des opportunités d'évolution intéressantes. Ça va aussi permettre de ne pas passer à côté de toutes les personnes qui seraient motivées et en mesure d'occuper le poste, mais qui, dans les parcours de recrutement classiques, vont être découragées ou desservies. C'est-à-dire qu'envoyer un CV, faire un entretien d'embauche pour quelqu'un qui peut-être a un trou sur son CV ou n'est pas particulièrement à l'aise à l'oral, qui va être plus à l'aise pour faire les choses que pour en parler, eh bien, ça va être des freins, ces différentes étapes d'un parcours de recrutement assez classique et ça va être discriminant. Donc, permettre à ces personnes-là qui n'auraient pas postulé par une voie plus classique, qui n'auraient peut-être pas coché toutes les cases, d'avoir du temps pour faire leurs preuves et pour démontrer leur vouloir-faire. Ça va permettre de s'ouvrir l'accès à ces profils qui sortent des cercles qu'on connaît et qui vont être particulièrement motivés pour apprendre et pour s'intégrer. Et ça va permettre d'avoir accès à un regard neuf sur les façons de faire dans l'entreprise. On sait que la diversité, c'est un fort facteur d'innovation. Et le fait de pouvoir observer les compétences comportementales des candidats, ça va permettre d'identifier les personnes qui vont apporter une valeur ajoutée pour l'entreprise sur le plan relationnel, sur le plan humain, au-delà de seulement les compétences techniques. Donc ça, c'est vraiment des éléments intéressants. Et puis évidemment, le fait que le candidat connaisse mieux l'entreprise et que l'entreprise connaisse mieux le candidat, ça va sécuriser l'embauche, ça va sécuriser le fait de s'embarquer dans un parcours de formation avec cette idée d'investir du temps en amont pour ne pas en perdre ensuite à onboarder, à former des personnes qui, in fine, ne resteraient peut-être pas dans l'entreprise. Et ça nous amène sur le principal inconvénient ou ce qui peut être une difficulté pour les entreprises, à savoir un investissement en temps au début pour mettre en place cette nouvelle façon de faire. C'est comme tout changement, si on veut que ça soit bien fait, ça va nécessiter d'y investir du temps et des moyens, surtout au début. Donc un certain nombre d'avantages pour l'entreprise, voilà, quelques éléments aussi à prendre en compte et qui vont se refléter aussi du côté du candidat. Alors pour le candidat, donc cela lui permet, donc l'immersion lui permet vraiment de découvrir le métier et l'aspect découverte, il est vraiment important pour une personne qui connaîtrait ni le secteur ni le métier. L'immersion va lui permettre de confirmer son projet professionnel, même si ici on parle d'une période qui est assez courte, entre 1 jour et 1 mois, globalement 1 semaine en moyenne. Le candidat va pouvoir quand même gagner en expérience et aussi en confiance en lui. Voilà, si vraiment l'entreprise joue le jeu, qu'elle ouvre ses portes, il est accueilli et intégré dans une équipe qui obtient même de la reconnaissance, voilà, cet ensemble de choses va lui reconnaître. Il va pouvoir renouer aussi avec le milieu professionnel. Donc voilà, un aspect vraiment à pas négliger. Il va pouvoir aussi démontrer sa motivation et ses compétences. Voilà, comme l'a dit Anaïs, parfois, c'est pas forcément évident, y compris pour une personne éloignée de l'emploi qu'une personne de démontrer, de se vendre en fait, à l'oral. Là, il va le faire directement dans la réalité, sur le terrain, en pratiquant, en exerçant le métier. Voilà, c'est quand même plus facile. Le premier aspect au niveau de l'inconvénient, on a cité l'absence de rémunération. Voilà, si la période commence à s'allonger jusqu'à 1 mois, ça peut être un inconvénient pour certaines personnes. Donc, d'où l'importance de bien gérer la durée de l'immersion. Alors, ça pourrait être le seul inconvénient dès l'instant où l'immersion est bien mise en place.
Une entreprise qui, par exemple, n'aurait pas préparé, ne serait pas compatible avec ce système, l'aurait mal préparé, l'aurait mal mis en place. Si le candidat n'est pas accueilli le jour de son immersion, les gens l'ignorent parce qu'en fait, on travaille, ils s'inquiètent de choses parce qu'ils gèrent la condition. Bon, bah, du coup, là, ça va faire l'effet inverse. Il va perdre en confiance en lui et pas l'objectif. Donc, voilà. L'absence de préparation, ce serait le seul inconvénient si vraiment l'immersion est bien en place. Hugo, on t'entend pas forcément très bien. Je me permets juste d'intervenir. Je ne sais pas par rapport à ton micro. Ça marche, d'accord. Je vais me rapprocher du micro. Merci. Du coup, donc voilà, d'où l'importance de bien mettre en place l'immersion. Et donc, c'est du coup la troisième partie qu'on aborde immédiatement. Comment la mettre en place dans son entreprise. Donc pour nous, il y a 6 étapes clés à passer. Donc là, on va vous partager des informations, des bonnes pratiques sur ces 6 étapes clés. Et en théorie, voilà, si ces 6 étapes sont respectées, le processus derrière fonctionne pour l'entreprise. Donc première étape, évidemment, le diagnostic. Si on va s'intéresser à une seule question, est-ce que mon entreprise est compatible avec l'immersion? Est-ce que je suis en capacité de dire demain une personne pour qu'elle puisse tester un métier et en comprendre son fonctionnement? Donc là, on va s'intéresser à l'environnement interne comme externe. Voilà, par exemple, comment je communique sur mon métier. On a travaillé notamment avec une entreprise dans le secteur industriel quand ils parlaient de leur métier, dans leur fiche de poste, dans leur offre d'emploi. En titre, ils indiquaient conducteur de ligne. La moitié des candidats pensaient qu'il fallait avoir le permis de conduire. Or, le métier, c'était conducteur de ligne de production industrielle. Donc, rien à voir. Donc voilà, donc du coup, bien faire attention aussi à la sémantique utilisée et autant que possible éviter le jargon professionnel. Dans un second temps aussi, analyser l'attractivité de l'entreprise. Très bien de valoriser les aspects positifs, mais il faut aussi être transparent sur tous les aspects négatifs pour éviter un maximum de surprises. Je pense par exemple aux horaires qui peuvent être contraignants, qui peuvent être vraiment des freins pour les personnes. Je pense aussi à des secteurs d'activité où on travaille dans le froid. Alors voilà, vraiment essayer d'analyser tous ces aspects négatifs et les transmettre avec le maximum de transparence. Et enfin aussi s'interroger sur la culture de l'entreprise. Est-ce que la culture est suffisamment inclusive pour accueillir des personnes de l'emploi? Et je laisse Anaïs rentrer un peu plus dans le sujet de la sensibilisation. Oui, tout à fait. Si on veut accueillir, si on veut évaluer différemment de ce qu'on faisait jusqu'à présent, il faut s'y préparer collectivement. Donc, ça implique de sensibiliser tout autant les dirigeants que les managers, que les fonctions RH, que l'ensemble des équipes. Expliquer la démarche en interne, les changements que ça va peut-être impliquer pour certaines fonctions, notamment les fonctions RH dans les outils qu'elles utilisent, les logiciels. Ça va être important et faire en sorte que chacun soit conscient des enjeux et des problématiques que peuvent rencontrer ces personnes qui sortent des cases. Quand elles arrivent en entreprise, ça va faciliter un bon déroulement. Le fait de venir sensibiliser, former, partager des études de cas, des témoignages, de faire intervenir des acteurs extérieurs, ça va permettre de faire changer de regard sur certaines situations en comprenant mieux les origines parfois de certaines situations. Je vais reprendre un exemple qu'avait évoqué notre collègue Julie lors d'un précédent webinaire sur le recrutement des publics migrants, où elle expliquait que parfois, il y a des personnes qui on va se rendre compte dans l'entreprise, qui ne vont pas regarder leur interlocuteur dans les yeux. Donc, ce qu'on pourrait prendre pour un manque de politesse, en fait, c'est juste un code culturel. Dans certains pays, le fait de ne pas regarder une personne dans les yeux, ça va être plutôt une marque de respect. Et donc là, en fait, de savoir d'où vient cela, ça va permettre de prendre conscience qu'en fait, il y a un certain nombre de codes qui vont être bien souvent implicites dans l'entreprise et il va s'agir en fait de les transmettre. Et ça, tout le monde va pouvoir prendre sa part au sein des équipes pour justement aider une personne qui n'aurait pas encore les codes à les accueillir progressivement, à avoir cette lampe de lancement. Cette lampe de lancement, cette rampe de lancement, voilà, j'y arrive. Et voilà, venir prendre conscience des biais qu'on peut avoir, des préjugés, des attitudes qui peuvent être excluantes qu'on peut avoir aussi et qui sont très souvent inconscientes. Ça va permettre de se demander, OK, qu'est-ce qu'on fait pour accueillir les particularités de chacun,
pour s'y adapter? Comment est-ce qu'on peut créer un climat de confiance où chacun, aussi bien la nouvelle personne qui arrive, mais que chaque personne dans l'entreprise puisse se sentir à l'aise de poser ses questions, d'exprimer ses besoins, ses inquiétudes, si elle en a. Donc, ça va être un préalable à des immersions réussies et ça répond aussi à une demande grandissante. Je reprends les chiffres d'une enquête menée en 2003 auprès de 1000 salariés en France. 73% des salariés disent n'avoir jamais été sensibilisés ou formés au sujet diversité et inclusion dans leur entreprise, alors qu'ils sont près d'1 sur 4 à juger la formation et la sensibilisation comme l'un des moyens les plus efficaces de favoriser la diversité et l'inclusivité en entreprise. Donc, on voit que c'est une demande forte de toutes les équipes et ça va être important de les impliquer et d'autant plus des personnes qui vont avoir envie de jouer justement aussi ce rôle dans l'entreprise. Alors, avant de parler du coup de la construction du parcours de l'immersion, étape importante, juste faire un petit focus sur une bonne pratique, nous, qu'on recommande, c'est d'identifier et de mobiliser des ambassadeurs. On pourra aussi les appeler des tuteurs, nous on appelle ça des ambassadeurs. Donc c'est vraiment la personne qui va être le repère pour le candidat. Voilà, dès son arrivée dans l'entreprise, l'ambassadeur va l'intégrer dans l'équipe, l'accompagner tout au long de l'immersion. C'est lui aussi qui va l'évaluer. Donc voilà, on recommande, voilà, c'est vraiment une bonne pratique. Donc ça va vraiment permettre de faciliter l'intégration du candidat, comme je l'ai dit, ça va être son repère. Ça va aussi permettre pour l'ambassadeur de s'investir différemment dans l'entreprise. C'est aussi un moyen de remobiliser ses employés. Ça va aussi permettre de transmettre les valeurs de l'entreprise aux candidats, en formant par exemple au préalable l'ambassadeur sur tout ce qui est le côté attractif, sur les valeurs de l'entreprise. Nous, on organise comme ça des petits ateliers formation avec les ambassadeurs pour qu'ils puissent apprendre à pitcher, notamment devant les acteurs de l'emploi local, on y reviendra après. Mais voilà, pour qu'ils puissent parler de leur métier de façon transparente et puissent évoquer du coup toutes les valeurs que l'entreprise souhaite dégager. Ça va être aussi un moyen de faire le lien avec les ressources humaines. L'ambassadeur, ça va être un peu les yeux du service RH, puisque du coup, il va accompagner le candidat dans sa montée en compétences sur le poste et du coup, il va pouvoir identifier ses capacités. Et du coup retransmettre derrière au RH son impression, son intuition par rapport au candidat. Et c'est un moyen aussi pour l'ambassadeur d'évoluer en termes sur plein de choses. Accompagner une personne, c'est aussi faire preuve de capacité d'écoute. Si la personne rencontre un problème, il faut être force de proposition. Donc voilà, ça va permettre aussi à l'ambassadeur lui-même d'évoluer du coup sur plusieurs aspects. Tout à fait. Et ces ambassadeurs, ils vont avoir vraiment un grand rôle à jouer dans le parcours d'immersion. Effectivement, ça va être important d'avoir un parcours d'immersion qui va être optimisé et qui va être le plus fluide possible pour le candidat et pour les équipes, que ce soit en amont de l'immersion, pendant la période dans l'entreprise et puis à l'issue de cette immersion. Donc, on l'a vu, les ambassadeurs, ils jouent ce rôle. Donc, c'est important qu'ils puissent être impliqués autant que possible dans la préparation de ce parcours. Et en fait, ce parcours, la façon dont on va en définir les différentes étapes, c'est de se dire quels objectifs je veux remplir via cette immersion. Qu'est-ce que je veux montrer au candidat, qui je veux qu'il rencontre dans l'entreprise, dans quel ordre, quelles compétences je veux venir évaluer et comment. Est-ce que la personne, elle aura besoin de s'équiper avant tout, d'être informée de règles de sécurité? Où est-ce que ça va se passer? Voilà, venir anticiper tous ces éléments-là, ça va permettre de gagner aussi du temps et d'efficacité le jour de l'immersion. J'en profite parce que je voyais que Sandrine nous partageait dans le chat un lien vers des fiches métiers. Donc, merci Sandrine. Et ça, c'est des éléments qui vont pouvoir vous aider à identifier justement qu'est-ce qu'on veut venir vérifier, entre guillemets, pendant cette période d'immersion. Donc, ne pas hésiter à se référer aux nombreuses ressources qui existent sur le sujet. Et puis, vraiment se dire, OK, de notre point de vue, qu'est-ce qu'on veut que ce parcours puisse permettre de venir vérifier? Et aussi de se dire, OK,
quels besoins le candidat va avoir de son côté et comment est-ce qu'on peut intégrer ça aussi au parcours d'intégration. Ça peut, par exemple, être utile de se demander, OK, est-ce que le candidat, il aimerait faire un point rapidement chaque soir sur ce qui s'est bien passé pour lui dans la journée, les éventuelles difficultés rencontrées. Voilà, ça, le fait de le formaliser, par exemple, dans une feuille de route qu'on va communiquer à la fois aux candidats et aux tuteurs en amont de l'immersion, ça va permettre d'anticiper toutes ces choses-là. Et une fois que justement on a préparé un beau parcours, l'important, ça va être de le faire connaître. Tout à fait, voilà. Une fois qu'on a le parcours, du coup, un bout du chemin est fait, mais un autre reste à faire, et pas des moindres, puisqu'il va falloir trouver des viviers de candidats. Voilà, nous, très récemment, on a travaillé avec une entreprise du secteur de l'artisanat qui pensait avoir épuisé tous les viviers de son candidat, qui en plus devait augmenter ses effectifs de 30% parce qu'il y avait une demande croissante. Et du coup, voilà, elle ne savait plus vraiment à qui s'adresser. Et en fait, on a identifié tout un tas d'acteurs sur son territoire qui avaient énormément de candidats disponibles et très compétents. Donc voilà, l'entreprise peut d'abord identifier les acteurs de l'insertion. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur les territoires. Une fois qu'on les a identifiés, on prend contact avec eux, on leur explique notre projet de recrutement, sur quel poste on veut recruter. Ne pas hésiter à les inviter à des sessions d'information groupées, par exemple. Voilà, pour leur transmettre du coup la façon dont l'entreprise s'est rendue compatible avec leur public. En fait, eux, c'est ça qu'ils ont besoin de savoir. Quand ils veulent savoir où leurs bénéficiaires vont partir, où ils vont être accueillis, ils ont besoin de savoir qu'ils vont être traités avec bienveillance. Et du coup, l'entreprise doit un peu les convaincre sur ça. Donc, c'est une bonne manière de le faire en les invitant à une session d'information, en leur faisant visiter les locaux. Pourquoi pas faire, ils aiment bien ça, faire intervenir les ambassadeurs et du coup les laisser parler eux-mêmes de leur métier. Parce que l'objectif, comme ce sont les acteurs de l'insertion, les acteurs de l'emploi local qui vont vous trouver les candidats, qui vont trouver les candidats pour l'entreprise, l'objectif c'est qu'ils comprennent bien les tenants et aboutissants du métier, qu'ils comprennent bien l'environnement de travail, voilà, tous ces aspects-là. Donc, il faut donner un maximum d'informations pour qu'eux puissent derrière cibler le mieux possible les candidats qui seront les plus adaptés du coup, au parcours d'immersion que l'entreprise aura créé. Et l'idée, c'est vraiment de nouer un lien de confiance parce que ce sont des viviers qui sont durables en fait. Donc, du coup, l'entreprise va pouvoir consulter ces viviers-là dans le temps. Donc voilà, vraiment créer un lien de confiance avec les acteurs de l'emploi local, c'est important. Et du coup, on va parler maintenant de l'accueil candidat. Tout à fait, parce que la mise en relation, c'est comme toute première impression, elle va être extrêmement importante. Ça va être important de se sentir bienvenu. Ça va être important que la prise de contact, elle soit rassurante, elle permette aux candidats de se sentir à l'aise. Et ce qui va contribuer à rassurer, c'est de fournir toutes les informations sur le déroulé de l'immersion en amont. Tout ce qui va permettre à la personne de se projeter et puis d'arriver bien préparée. Ça peut, par exemple, prendre la forme d'un petit livret d'accueil qui va être transmis aux candidats en amont de l'immersion, qui n'est pas un règlement intérieur, mais qui va fournir des informations utiles du type quelle tenue vestimentaire est attendue pour le poste, mais aussi est-ce qu'il y a une salle pour se changer, tout simplement, dans l'entreprise. Comment ça va se passer pour le déjeuner? Est-ce qu'il faut amener son déjeuner? Qui va être le premier contact dans l'entreprise? Voilà, essayer d'anticiper, encore une fois, toutes les questions que le candidat pourrait se poser. Et puis, le jour même, pouvoir accueillir. La façon dont on va accueillir quelqu'un, les premières minutes de quelqu'un dans l'entreprise, ça va pouvoir vraiment impacter l'état d'esprit dans lequel la personne va aborder l'immersion. Et ça peut paraître évident de se dire qu'il faut soigner l'accueil, que ça va être important que quelqu'un prenne le temps le premier jour de prendre un petit café avec la personne, de voir comment elle va, de l'aider éventuellement à se détendre s'il y a besoin. Ça paraît évident. Et pour autant, si on n'a pas anticipé qui va le faire, est-ce que cette personne aura du temps à ce moment-là à dédier à ça?
on peut très vite passer à côté, quoi. Donc, vraiment anticiper ce déroulement, cet accueil, ça va jouer. C'est une vigilance qui est à apporter tout au long de l'immersion, comme on l'a vu, avant, pendant et puis jusqu'à la fin de l'immersion. Et puis donc, sixième et dernière étape, soigner la fin de l'immersion. Voilà, on recommande fortement de prendre le temps d'un entretien pour revenir sur du coup l'expérience du candidat et voilà tous les aspects qu'il vient de vivre. Donc ça peut se solder du coup par un contrat d'embauche avec un CDD ou un CDI. Et si le candidat n'est pas retenu, on encourage vivement les entreprises à fournir un certificat de compétence du candidat parce que voilà, pendant l'immersion, il a pu aussi démontrer, développer certaines compétences qu'il pourrait lui-même vendre plus tard à d'autres entreprises. Donc voilà, c'est important qu'il reparte avec quelque chose, autant pour l'image de l'entreprise que pour voilà, le candidat lui-même. Et du coup, ce petit certificat, nous, on le propose dans nos outils gratuits qu'on met à disposition en ligne. On a un site qui s'appelle magerh.fr. Donc, ce sont des outils qui sont à disposition des entreprises gratuitement. On y trouve des fiches pratiques, on y trouve un autodiagnostic en répondant à une centaine de questions. On peut se diagnostiquer sur l'inclusion. On y trouve le livret d'accueil que Anaïs nous a parlé tout à l'heure. On peut aussi voir si nos offres d'emploi sont compatibles avec les personnes éloignées de l'emploi. Enfin, voilà, tout un tas d'outils pratiques qu'on peut trouver sur notre site. Et on propose aussi des accompagnements sur mesure pour les entreprises qui manqueraient de temps, de ressources pour mettre par exemple l'immersion en place. Voilà, nous on propose des solutions toutes faites qui sont packagées. Voilà, j'espère que toutes les informations qu'on vous a partagées vous seront utiles. Il est déjà 12h02. Du coup, on se laisse un petit peu le temps pour les questions et les réponses. Je ne sais pas si on avait déjà dans le chat. On voit. Ouais. J'en ai vu passer deux. Juste un petit rebond sur l'autodiagnostic, comme Hugo l'évoquait, voilà, c'est 100 questions. Ça peut paraître beaucoup. C'est une vingtaine de minutes de réaliser l'autodiagnostic. Donc, ça vaut vraiment le coup de se poser la question, OK, où est-ce qu'il y a des marges d'amélioration dans mes pratiques actuelles et puis d'identifier voilà, ce qui va pouvoir être du domaine des actions prioritaires à mettre en place parce qu'il ne s'agit pas de venir tout bouleverser du jour au lendemain. Il s'agit d'identifier où est-ce que ça peut être pertinent dans l'entreprise, de tester avec les personnes qui vont être particulièrement motivées. Voilà. Sur les questions-réponses, alors, j'avais noté… Il y en a Claire qui nous dit ouais. cela fonctionne surtout pour des personnes peu qualifiées. Alors, effectivement, déjà, l'immersion, l'entreprise peut se poser la question, est-ce que c'est adapté à mon poste? On pourrait prendre un exemple extrême en se disant que le pilote de ligne, par exemple, ce n'est pas un poste adapté à l'immersion. Légalement, on ne peut pas demander à une personne d'être en immersion sur le pilotage d'un avion. Donc, ce n'est pas adapté à tous les postes, effectivement. Par contre, ça pourrait concerner des personnes qualifiées aussi. Ce n'est pas parce qu'elles sont en reconversion qu'elles n'ont pas de compétences qu'elles peuvent valoriser sur un métier. Je pense par exemple au métier de l'artisanat où s'il faut une qualification, si c'est un métier manuel par exemple, qui a besoin de qualification dans ce sens-là. Très récemment, on a travaillé avec une entreprise de maroquinerie qui cherchait justement des gens avec le souci du détail parce qu'on était sur un travail assez minutieux. Et en fait, ils se sont dirigés vers des expériences, par exemple, en tant que charpentier, des personnes qui avaient fait 30 ans dans la charpenterie, qui avaient mal au dos, qui cherchaient un nouveau métier. Et ben, en fait, ces gens-là, ils avaient vraiment du coup le souci du détail, du travail bien fait, le goût du travail manuel. Et donc, ce sont des personnes qualifiées sur des postes différents, mais c'était quand même des personnes qualifiées. Ouais. Et puis oui, voilà, peut-être pour rebondir, effectivement, on va visualiser plus facilement comment ça peut se mettre en place pour des postes à faible niveau de qualification. Néanmoins, ça peut être aussi intéressant quand même de se dire que l'immersion peut être cette opportunité de tester la capacité d'une personne justement à monter en compétence après.
et à se dire, OK, bah, passer un petit peu de temps ensemble pour voir est-ce que ça va valoir le coup de mettre en place ensemble ensuite une POE, une préparation opérationnelle à l'emploi, une action de formation en entreprise. Donc, on va pouvoir aussi intégrer ce dispositif même sur des postes avec des plus hauts niveaux de qualification exigés. Mais ça rejoint la question de Florence qui demandait est-ce que c'était adapté pour des postes cadres. Encore une fois, ça va dépendre parce que c'est vrai que ça permet quand même un poste cadre, l'adéquation avec les équipes va être extrêmement importante et le fait d'accueillir quelqu'un une journée, deux peut-être tout simplement dans l'entreprise, ça va quand même permettre d'évaluer des choses qui peuvent être intéressantes, même pour un cadre, que ce soit pour la personne ou pour l'entreprise. Et ça rejoint aussi la question de Constance qui demandait voilà, quelles entreprises mobilisent la PMSMP. Je pense que ça rejoint ça. Déjà, ça va être des entreprises qui connaissent. Et en fait, il y a encore un certain nombre d'entreprises qui ne connaissent pas le dispositif, qui ne connaissent pas la plateforme Immersion Facile. Donc, c'est intéressant d'en parler autour de soi. C'est une vraie opportunité. Et puis, ça va être des entreprises qui vont être en mesure voilà, d'investir un petit peu de temps pour mettre ça en place. Et puis, effectivement, dont les besoins de recrutement vont pouvoir être compatibles avec ce genre de dispositif. On avait également une question de Sandra sur comment mobiliser les employés. Est-ce que tu veux nous donner des éléments par rapport à ça, Hugo? On ne t'entend plus, Hugo. On voit tes lèvres bouger, mais on ne t'entend plus. Mon micro était coupé, pardon. Très bonne question de Sandra. Effectivement, mobiliser les employés, en fait, c'est même une condition sine qua non à la bonne réalisation de l'immersion. Déjà, c'est les premiers intéressés parce que le candidat, s'il est embauché, il va faire partie de leur équipe. Donc, on peut justement organiser un atelier en leur demandant, du coup, voilà, la façon dont ils pourraient justement participer à l'intégration d'un candidat. Donc, généralement, cette question les intéresse. Et c'est lors de cet atelier qu'on va pouvoir identifier justement des ambassadeurs, des personnes qui voudraient un peu plus s'impliquer que les autres et pouvoir justement faciliter le processus d'immersion en accompagnant les candidats. Donc, alors ça dépend de la taille de l'entreprise, mais généralement, nous, ce qu'on fait, c'est on organise un atelier avec les ressources humaines et avec les employés autour justement de la création du processus d'immersion. Et généralement, les employés sont très, très intéressés par la question. Et du coup, comme je le disais, c'est là où on identifie des personnes plus intéressées que d'autres et qu'on peut leur proposer du coup de s'investir en tant qu'ambassadeur. Ouais, et puis après, il y a pas mal de formats, il y a pas mal d'acteurs qui peuvent être aussi moteurs sur ces sujets-là. Ça peut être aussi intéressant de laisser la place aux équipes à l'initiative, qu'elles se disent, OK, si ça vous intéresse, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est dans une association, quelque chose, de créer un lien avec l'entreprise. C'est des choses qui sont à explorer. Et puis après, il y a vraiment plein de formats. Nous, par exemple, on a développé une fresque des entreprises inclusives. Et c'est un format un peu team building, à la fois ludique et pédagogique, où en 3 heures, autour d'une table, en équipe de 8-10 personnes, on va venir jouer avec des cartes pour justement se poser des questions sur ces sujets-là. Donc, ça peut être aussi un moyen d'éveiller les consciences dans l'entreprise et de révéler un intérêt pour des personnes qui se diraient « Ah bah oui, là, on a un rôle à jouer. Et en plus, moi, si je peux avoir un impact positif voilà, au sein de mon entreprise, eh bien, je suis complètement partante. » Voilà, j'espère que ça apporte des éléments de réponse et je trouve que c'est intéressant, ça fait le lien avec la question de Claire qui nous demande est-ce qu'on a des soucis avec des CSE qui penseraient que les immersions vont signifier travail caché. Donc là, effectivement, c'est effectivement un point de vigilance à avoir. Ça peut effectivement être un frein à lever. Et ce frein, on va venir le lever justement en expliquant très clairement les objectifs de l'immersion, peut-être en rassurant du coup sur les durées d'immersion, parce qu'effectivement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un mois pour évaluer les compétences et les compatibilités avec le candidat? Pas forcément. Donc, effectivement, le fait justement de montrer qu'on a bien préparé ça, qu'on l'a pensé collectivement, ça va permettre de lever
ces inquiétudes qui peuvent naître par rapport à un éventuel travail caché. Tout à fait. Voilà, d'où l'importance de les intégrer le plus tôt possible dans la boucle pour justement éviter ce genre de soucis. On a une autre question de Constance. Pensez-vous qu'avec la réforme France Travail, cela va faire augmenter le nombre de PMSNP et la démocratiser? Effectivement, on pourrait se poser la question. On a une collègue dans le chat, je crois, qui est en ligne et qui a fait un webinaire sur France Travail que vous pouvez retrouver du coup sur notre chaîne. Je ne sais pas si cette question est abordée. Sophie, si tu nous entends, est-ce que tu peux répondre dans le chat? Parce que moi, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si, Anaïs, toi, tu as des éléments de réponse là-dessus. Ouais, alors un élément de réponse, mais qui est un peu sous la forme d'un teasing, c'est qu'on a justement un prochain webinaire qui arrive le 20 décembre à 14h sur France Travail et où on explorera justement des pistes en lien avec le cadre de France Travail pour favoriser l'emploi et l'insertion. Donc, on viendra approfondir ce sujet-là le 20 décembre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains webinaires. Il y aura celui-là et puis il y en aura un certain nombre aussi ensuite en 2024. C'est possible. En tout cas, voilà, sans vouloir trop m'avancer, de mon point de vue, de ce que je vois, c'est effectivement fort possible qu'on se dirige de plus en plus vers des immersions parce qu'on voit que c'est quelque chose qui marche bien et effectivement qui permet aux personnes de venir se confronter à différents contextes de travail. Donc oui, tout à fait possible que dans le cadre de la réforme France Travail, on en voit de plus en plus et donc d'où l'importance de se dire ok, comment j'en fais un atout, comment je m'en empare et justement comment est-ce que je peux être un petit peu précurseur sur ces sujets-là. Le fait d'être présent notamment sur la plateforme Immersion Facilitée, de se manifester comme entreprise ouverte aux immersions, ça va aussi permettre à des candidats qui peuvent aller sur la plateforme pour voir les entreprises qu'ils proposent et entrer en relation. Donc, ça va permettre aux candidats de vous identifier comme précurseur. Donc, ça peut permettre déjà d'avoir un petit peu un train d'avance. Et puis, Sophie me souffle dans l'oreillette que oui, effectivement, voilà, ça va certainement aller dans une dynamique de plus en plus d'immersion. Notamment pour permettre aux personnes d'avoir plus d'éléments pour construire leur projet professionnel. On rappelle qu'aujourd'hui, l'objet, le focus un peu de la présentation, c'était l'immersion à viser d'initier un process de recrutement. Mais les immersions, elles peuvent aussi répondre à l'objectif de découvrir un métier ou de confirmer un projet professionnel. Donc, effectivement, le plus les entreprises ouvriront leurs portes aux personnes et le plus on pourra avancer un petit peu dans la résolution de cette équation de toutes ces personnes qui sont motivées pour rejoindre l'emploi et de toutes ces entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre et voilà, créer des passerelles. Voilà. Et juste pour peut-être préciser, avec la réforme France Travail, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc à partir de l'année prochaine, certains bénéficiaires du RSA devront réaliser 15 heures d'activité hebdomadaire. Et du coup, ça pourrait éventuellement passer par la PMSNP. Ça peut être aussi du volontariat. Enfin, voilà, ça peut prendre plein de formes. Mais du coup, voilà, pourquoi la question était posée, c'est parce que du coup, des BRSA vont devoir voilà, avoir des formes d'activité différentes dans la semaine. Et puis Sandrine qui rebondit en disant qu'un combo immersion avec une POE, préparation opérationnelle à l'emploi, peut être intéressante. Et effectivement, c'est ce qu'on s'évoquait. L'immersion, ça s'intègre dans un parcours et ça peut vraiment permettre de remplir pas mal d'objectifs. Et effectivement, s'interroger sur une immersion en amont d'une formation avec votre OPCO, par exemple, ça peut être un vrai atout pour dans un parcours de formation. Et il y a vraiment de nombreuses possibilités de formation avec de nombreuses aides pour les entreprises pour mettre ces actions de formation en place. Donc, ça peut être très intéressant de les combiner avec des immersions pour aller sourcer plus de public, créer de l'intérêt autour de cette formation que vous allez proposer. Il est bientôt 12h15.
Il est bientôt 12h15. On a couvert les différentes questions. Un petit rappel peut-être qu'il y a un lien qui s'affiche via lequel vous pouvez nous contacter si voilà, certains éléments de ce qu'on a présenté vous intéressent, si vous avez des questions, si vous avez envie d'en discuter, si vous avez envie qu'on vous envoie les outils qu'on s'est évoqués, les outils pratiques. Voilà, n'hésitez pas à remplir ce formulaire ou à nous contacter via nos réseaux sociaux sur lesquels on partage aussi un certain nombre d'informations, notamment LinkedIn. Voilà, on partage un certain nombre d'éléments d'information de veille, de ce que font les différents acteurs sur différents territoires. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis je rappelle du coup que on s'est engagé depuis octobre sur un certain nombre de webinaires. Là, c'était le 5e. Sur l'insertion professionnelle, il y en a un notamment sur l'écosystème de l'insertion, un sur le recrutement des migrants. Il y avait déjà eu un premier webinaire sur la loi France Travail et il y en a de nombreux à venir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre ça. Eh bien, merci à toutes et à tous et voilà. bientôt sur un prochain webinaire.